Chunk 1. Si j'avais eu mon mot à dire, ils auraient tous été renvoyés en Russie ou dans un autre endroit désagréable. Tout le monde connaissait Robert Taylor et Clark Gable comme les garçons d'or de la MGM. Ils partageaient le même studio, le même succès, et ont même porté le cercueil l'un de l'autre. Mais il y a eu un moment qui a failli détruire leur amitié à jamais. C'est arrivé pendant les années de guerre, lorsque les stars hollywoodiennes étaient censées servir leur pays. Ce dont Taylor a été témoin ce jour-là lui a fait perdre tout respect pour l'homme que tout le monde appelait roi. L'histoire est restée enterrée pendant des décennies parce qu'elle aurait détruit la réputation de Gable. Mais la vérité sur ce qui s'est réellement passé a finalement éclaté et cela a changé tout ce que les gens pensaient savoir. Spangler Arlington Brew est né le 5 août 1911 dans la petite communauté agricole de Philly, dans le Nebraska. Le nom seul est devenu un défi dès le départ. Il venait de son père, Spangler Andrew Bogg, un fermier qui est devenu plus tard ostéopathe. À l'école, les enseignants butaient sur la prononciation et l'appelaient souvent Arlington ou Arley, juste pour éviter de dire le nom complet. La sonorité allemande a rendu la vie encore plus difficile pendant la Première Guerre mondiale. Lorsque le sentiment anti-allemand était fort, les enfants se moquaient de lui et il se sentait souvent comme un étranger. Sa mère avait choisi ce nom pour honorer un parent éloigné, mais cela n'a fait que rendre les premières années de son fils plus difficiles. La musique était sa première passion. À Beatrice High School, il est devenu un schiste talentueux, prenant des leçons à Lincoln avec le professeur Herbert E. Gray. Gray a vu quelque chose d'extraordinaire en lui et l'a poussé vers une carrière dans la musique classique. Taylor rêvait également d'étudier la médecine comme son père. Il s'est inscrit au Doane College à Cree, dans le Nebraska, avec l'intention de suivre une voie prémédicale. Pendant 2 étés, il s'est produit dans un trio musical sur la radio KMMJ à Clay Center, gagnant de petites sommes d'argent tout en perfectionnant ses talents d'interprète. Gray croyait qu'il avait le talent pour jouer avec de grands orchestres, ce qui le mettait en colère lorsque Taylor a commencé à jouer dans des pièces de théâtre universitaires. Il était également un athlète vedette. À Beatrice High School, il a battu des records en athlétisme et est devenu un héros local à la fin des années 1920. Son nom est apparu dans les journaux, non seulement à Beatrice, mais aussi à Lincoln et à Omaha. Il ne se limitait pas à une seule épreuve. Il excellait dans plusieurs, prouvant qu'il avait une coordination et une détermination naturelle. Les universités l'ont remarqué et lui ont offert des bourses. Chunk 2. La discipline des entraînements matinaux, des régimes stricts et de la concentration compétitive l'ont accompagné toute sa vie. Cette même aptitude physique allait plus tard le rendre parfait pour les rôles d'aventurier pour lesquels il est devenu célèbre. Le tournant décisif s'est produit lorsque le professeur Gray a déménagé en Californie pour enseigner au Pomona College. Taylor l'a suivi au début des années 1930, un geste risqué pour quelqu'un d'une famille modeste. En Californie, il prévoyait de continuer à étudier la musique et la médecine, considérant cela comme un chapitre temporaire avant de rentrer chez lui. Mais Gray l'a encouragé à expérimenter tout ce que l'université avait à offrir. Et cela comprenait le groupe de théâtre. Son physique frappant et sa présence naturelle sur sa scène étaient impossibles à ignorer. Bientôt, il jouait dans des pièces de théâtre, même si Gray craignait que cela ne l'éloigne de la musique. En 1932, alors qu'il jouait le capitaine Stan Hope dans une production de Journey's End au Pomona College, Taylor a attiré l'attention d'un découvreur de talent de la MGM. Le découvreur lui a offert un contrat à partir de 35 $ par semaine. C'était un petit début, mais il allait se transformer en l'une des carrières les plus fructueuses d'Hollywood. Lorsque la MGM a pris le contrôle de son image, la première chose qu'elle a faite a été d'effacer son nom de naissance. Spangler. Arlington Bra a disparu, remplacé par Robert Taylor. Louis B. Mayer et Ida Coverman ont pris la décision sans lui demander son avis.
Ils ont dit que le nouveau nom était plus fort, plus américain et qu'il vendrait plus de billets. Pour Taylor, c'était le début de la perte de morceaux de lui-même. Il s'est demandé plus tard s'il restait quelque chose du garçon du Nebraska. Son apparence lui a apporté la gloire, mais aussi des problèmes. Ses traits parfaitement équilibrés, ses yeux bleus et sa carrure athlétique le rendaient presque trop beau. Le public masculin le rejetait comme étant trop joli, et des rumeurs sur sa vie personnelle ont commencé à circuler. La MGM, lui, a confié des rôles face à des femmes plus âgées et puissantes comme Greta Garbo et Barbara Stanwyck, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Taylor n'aimait pas cette image, car il avait l'impression qu'elle l'emprisonnait. Il voulait être respecté pour son jeu d'acteur, pas seulement pour son visage. La MGM a décidé de changer son image. Ils lui ont confié des rôles plus durs comme Billy the Kid et la foule rugit. Le département du maquillage a travaillé à rendre ses traits plus rudes. Les photos publicitaires le montraient dans des situations difficiles, torse nu, transpirant et souvent dans des scènes de baignade. Chunk 3. Ils l'ont même entraîné à marcher, à parler et à bouger différemment. L'objectif était de lui donner l'air d'un homme dur. Mais d'une certaine manière, cela a rendu son image encore plus artificielle. À la fin des années 1930, son salaire avait atteint 5 000 $ par semaine, contre les 35 $ qu'il gagnait au début, mais cela s'accompagnait de conditions. Son contrat avec la MGM a duré 25 ans, plus longtemps que celui de n'importe quelle autre star à l'époque. Le studio décidait de tous les rôles qu'il jouait, le faisant passer de premier rôle romantique à héros d'action en passant par une star du western à sa guise. Il n'a jamais refusé un rôle. Les initiés de l'industrie disaient qu'il était si fidèle à la MGM que cela le rendait parfois ennuyeux pour la presse. Il devait également répondre non seulement au studio, mais aussi à sa femme, ce qui laissait peu de place à la liberté personnelle. Sa révélation a eu lieu en 1936 avec Camille, où il a joué aux côtés de Greta Garbo. Il a joué Armand, le jeune homme amoureux de son personnage tragique Marguerite. Les critiques l'ont félicité, notant qu'il était meilleur que prévu dans un rôle aussi exigeant. Le film a rapporté 842 000 $ et a prouvé qu'il pouvait jouer avec profondeur. Garbo l'a d'abord trouvé inexpérimenté, mais elle a fini par respecter son dévouement. Camille est devenu l'un des grands films romantiques de son époque et a finalement montré au public que Robert Taylor était plus qu'un simple beau visage. Lorsque Barbara Stanwyck a épousé Robert Taylor le 14 mai 1939, Hollywood n'a pas pu s'empêcher d'en parler. L'écart d'âge n'était que de 3 ans, mais à cette époque, c'était suffisant pour susciter des chuchotements dans tous les studios. Barbara avait 31 ans, un âge que l'industrie considérait souvent comme vieux pour une première dame. Taylor avait 28 ans, le beau garçon de province du Nebraska, devenu le parfait tombeur de la MGM. Barbara avait déjà été mariée une fois, possédait son propre ranch et était connue comme une star forte et indépendante. Taylor, en comparaison, apprenait encore les us et coutumes d'Hollywood. Les conversations ne portaient pas seulement sur leur âge. Il s'agissait de savoir qui détenait le pouvoir. Les gens plaisantaient en disant qu'elle volait le berceau. Certains l'ont même appelée une figure maternelle pour lui. Elle gagnait beaucoup plus d'argent que lui et avait bâti sa réputation grâce à des films audacieux comme Babyface. La relation inversait les rôles habituels et cela en faisait des potins irrésistibles à toutes les fêtes en ville. Le mariage lui-même était du pur théâtre hollywoodien. Le patron de la MGM, Louis B. Mayer, n'a pas simplement encouragé le mariage. Chunk 4. Il l'a ordonné. Il a dit à Taylor qu'il devrait s'y l'épouser, puis a supervisé chaque étape de l'événement. Ils étaient si superstitieux au sujet du nombre 13 qu'ils ont attendu juste après minuit pour échanger leurs vœux à San Diego. Ils ont utilisé leur vrai nom, Ruby Catherine Stevens et Spangler Arlington Brew. Pour que les choses restent discrètes, Marianne Marks, épouse de Zeppo Marks, et la même femme qui avait organisé leur rendez-vous à l'aveugle a été la demoiselle d'honneur. La propre famille de Taylor était absente, remplacée par un garçon d'honneur approuvé par le studio. Ce n'est pas l'amour qui a motivé cette journée, c'était pour limiter les dégâts.
La MGM avait besoin d'un mariage hétérosexuel parfait pour faire taire les rumeurs sur les deux stars. Mayer a même réuni des journalistes à Beverly Hills juste pour l'annoncer. Toute l'affaire semblait mise en scène et les initiés se moquaient en privé de la façon dont le plan du studio avait été évident, 7 ans avant d'épouser Taylor. Barbara avait adopté un garçon nommé Anthony Dion Fay le 5 février 1932. Elle avait espéré qu'un enfant pourrait sauver son mariage troublé avec son premier mari, Frank Fay. Lorsque le mariage s'est effondré, elle a gardé la garde de Tony, mais n'a jamais développé de lien avec lui. Son propre abandon dans son enfance avait laissé de profondes cicatrices et elle semblait incapable de lui montrer de la chaleur. Lorsque Taylor a rejoint la famille, Tony n'avait que 7 ans. Le garçon avait maintenant un beau-père qui le remarquait à peine et une mère qui le traitait comme un invité indésirable. Elle gardait sa photo cachée dans son placard et évitait d'en parler du tout. En vieillissant, la distance est devenue permanente. Même lorsqu'il a essayé de lui rendre visite sur son lit de mort, elle a refusé de le voir. Son frère a dit à Tony d'oublier qu'elle avait jamais été sa mère. Elle ne lui a rien laissé dans son testament. Tony est décédé en 2006, souhaitant toujours une connexion qui n'est jamais venue. Le propre comportement de Taylor a apporté son lot de scandales. En 1941, lors du tournage de Johnny Eager, il a commencé une liaison avec Lana Turner. Il s'est vanté auprès de ses amis qu'il était obsédé par elle et qu'il devait être avec elle, même si ce n'était qu'une seule fois. Lorsque Barbara l'a découvert, le choc a été si intense qu'elle aurait tenté de se suicider. Mais ce n'était qu'une trahison parmi d'autres. En 1950, lors du tournage de Quadis à Rome, Taylor a ouvertement courtisé Lia De Leo, une figurante italienne. Issa a été photographiée en train de quitter un bordel et n'a pas pris la peine de cacher leur relation. Chunk 5. L'humiliation pour Barbara était énorme. Il semblait que Taylor voulait la pousser à demander le divorce. Elle s'est envolée pour Rome pour le confronter et pendant 6 semaines, ils ont joué le rôle d'un couple heureux devant les caméras tout en négociant discrètement la fin de leur mariage. Lorsqu'elle lui a finalement offert le divorce, elle a été stupéfaite lorsqu'il a accepté sans hésitation. Elle a alors réalisé que ses affaires avaient été une façon calculée de la faire lâcher prise. En février 1943, Taylor a fait un choix qui a surpris tout le monde. À 32 ans, il était beaucoup trop vieux pour la conscription. Il était marié, précieux pour l'effort de guerre à la maison et avait toutes les raisons légales d'éviter le service. Les studios préféraient que leurs stars restent au pays, vendent des obligations de guerre et apparaissent dans des films patriotiques. Mais le 9 février 1943, Taylor s'est engagé dans l'US, Naval Air Corps, sous son vrai nom. Il a seulement attendu assez longtemps pour terminer le tournage de Song of Russia, puis s'est présenté au service en août. La marine l'a accueilli, mais a rapidement décidé qu'il était trop vieux pour le combat. Il est devenu lieutenant junior grade et a été affecté à la formation de pilote au lieu de se battre à l'étranger. Cela l'a piqué au vif. Il avait voulu servir sur les lignes de front, mais ses ordres l'ont maintenu aux États-Unis. Pourtant, il s'est avéré être l'un des meilleurs de sa classe, obtenant ses ailes le 11 janvier 1944 et terminant 5e de la formation d'instructeur. Son impact le plus durable est venu des 17 films de formation de la marine qu'il a réalisés entre 1943 et 1945. Ce n'était pas de simples bobines de propagande. C'était des outils d'enseignement soigneusement conçus qui couvraient tout, des bases du vol aux techniques de combat. Un film, Flight Sense, apprenait aux pilotes comment manier l'avion espion Stearman N2S. Il ajoutait même de l'humour pour maintenir l'engagement des leçons. Sa narration du documentaire de 1944, The Fighting Lady, a été largement saluée, en particulier par le New York Times. Ce qui rendait ce travail encore plus remarquable, c'est que Taylor n'avait jamais piloté un avion militaire avant de s'enrôler. Il a commencé à zéro, s'est entraîné intensivement à la Nouvelle-Orléans et a maîtrisé à la fois le vol et l'enseignement.
À la Naval Air Station de Livermore, en Californie, il est devenu connu pour expliquer des concepts complexes de manière simple et claire qui restaient gravés dans l'esprit de ses élèves. En février 1951, Barbara Stanwyck est entrée au tribunal et a demandé le divorce de Robert Taylor, mettant fin à ce qui avait été considéré comme l'un des mariages les plus solides d'Hollywood. Ils étaient ensemble depuis 12 ans. Cette décision a stupéfié l'industrie car elle a commencé comme un bluff. Pendant que Taylor tournait Quo-Vadis à Rome en 1950, il a commencé une romance très publique avec l'actrice italienne Lea De Leo. Chunk Sis Ziz. Stanwyck s'est envolé pour le confronter et a menacé de divorcer, espérant que cela le ferait revenir vers elle. Au lieu de cela, il a accepté sans hésitation. Les conditions financières étaient punitives pour lui. Elle a obtenu 15% de ses revenus bruts jusqu'à ce qu'elle se remarie ou meure. Elle ne s'est jamais remariée et a encaissé chaque centime. Elle a également gardé la garde complète de son fils adoptif Tony Dion, excluant complètement Taylor de la vie du garçon. La même année, Taylor a accepté un rôle qui a changé sa carrière à jamais. Westward, The Women, était un western de 2,2 millions de dollars réalisé par William A. Wellman. Il racontait l'histoire d'un chef de convoi menant 150 femmes de Chicago à la Californie pour épouser des colons. Le film a rapporté près de 4 millions de dollars dans le monde et a prouvé qu'il pouvait faire plus que jouer les beaux rôles romantiques. Son personnage était dur et décisif, loin des rôles brillants qu'il avait joués auparavant. Le film a résonné de manière inattendue. Des décennies plus tard, un village espagnol inspiré par le film a organisé sa propre caravane de femmes menant à 33 mariages. La même année, il est retourné à Rome pour Quo-Vadis, le film le plus cher de la MGM à ce jour. Il comptait un nombre stupéfiant de 32 000 costumes et mettait même en vedette une jeune Sophia Loren en tant que figurante. Taylor a joué Marcus Vinicius aux côtés de Deborah Kerr. Le film a rapporté 11,43 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, plus 9,94 millions de dollars à l'étranger, sortant la MGM de ses difficultés financières. Il est devenu le film le plus rentable de 1951 et a confirmé que Taylor était plus qu'une simple figure romantique. Sa relation avec la MGM était cependant compliquée. Il était sous contrat depuis 1933, ce qui faisait de lui la dernière grande star de l'âge d'or du studio à être encore lié à un tel accord à la fin des années 1950. Pendant des années, le patron du studio, Louis B. Mayer, a maintenu son salaire plus bas que celui des autres grands noms, jouant sur la loyauté et la gratitude de Taylor. Au milieu des années 1950, Taylor a commencé à se concentrer sur les westerns, son genre préféré. Lorsque son contrat a pris fin en 1958, il a fondé Robert Taylor Productions et a joué dans The Detective de 1959 à 1962. La MGM a toujours trouvé des moyens de l'utiliser, le rappelant pour le Western Cattle King de 1963. La route de Taylor a croisé celle d'une jeune Elizabeth Taylor dans Conspirator en 1949. Elle n'avait que 16 ans et l'écart d'âge était si évident que certains pensaient qu'il ressemblait à un père et sa fille à l'écran. Il l'a traitée avec gentillesse, l'aidant dans ses études et louant son talent. Ils se sont retrouvés pour Ivanhoe en 1952, un film qu'elle n'a pas aimé, mais qui est devenu l'un des plus rentables de la MGM, rapportant 11 millions de dollars de location. Chunk 7. En 1952, la MGM a organisé une rencontre entre Taylor et l'actrice allemande Ursula Thesz. Ils se sont rencontrés au Coconut Grove. Elle s'est souvenue plus tard s'être sentie au 7e ciel lorsqu'il l'a emmenée sur la piste de danse. Mais Taylor, toujours méfiant depuis son divorce, a fréquenté d'autres femmes, même son ex-femme. Ursula lui a finalement donné un ultimatum et ils se sont mariés le 23 mai 1954. Lors d'une petite cérémonie sur un bateau dans le Wyoming, Ursula est venue avec 2 enfants de son précédent mariage.
Manuela et Michael, tous deux marqués par les difficultés de l'Allemagne déchirée par la guerre. S'adapter à la vie à Hollywood a été difficile pour eux, en particulier sous les attentes strictes de Taylor. Les problèmes de Michael se sont aggravés avec le temps, conduisant à un événement choquant en 1964, lorsqu'à 18 ans, il a tenté d'empoisonner son père biologique, George Thuss. Il a été reconnu coupable et envoyé dans un centre de redressement pendant 1 an. Taylor et Ursula ont ensuite eu 2 enfants ensemble, un fils, Terrence, en 1955, et une fille, Tessa, en 1959. Ils ont construit une maison chaleureuse dans un ranch dans la vallée de San Fernando. Des amis les ont décrits comme un couple affectueux. Tessa se souvenait de son père comme étant enjoué et aimant, pas la figure stoïque que les gens voyaient à l'écran. Robert Taylor a pris un risque en 1959 que de nombreuses stars hollywoodiennes auraient évité. Il est entré à la télévision à une époque où la plupart des acteurs pensaient que c'était en dessous d'eux. Cette décision a choqué ses pairs. Pourtant, sa série The Detectives lui a donné raison. Elle a commencé comme un drame policier de 30 minutes sur ABC et a duré 2 saisons avant de passer à NBC, passant à 1 heure complète et étant rebaptisée Robert Taylor's Detectives. Au cours de ces 97 épisodes, Taylor a joué le rôle du capitaine Matt Holbrook, un chef pointu et déterminé d'une unité de police d'élite. L'émission a attiré de futurs noms comme Adam West des années avant Batman et avait même des scénarios de Gene Roddenberry, qui allait créer Star Trek. Pour une star de cinéma de son envergure, ce n'était pas seulement un nouveau rôle. C'était un pas audacieux dans une industrie en mutation. En 1966, une autre opportunité inhabituelle s'est présentée. Ronald Reagan, un ami proche, quittait Death Valley Days pour se présenter au poste de gouverneur. Taylor l'a remplacé en tant qu'animateur et acteur occasionnel. Reprendre le rôle d'un homme qui allait devenir président a donné à l'émission un étrange mélange d'Hollywood et de politique. L'amitié de Reagan et Taylor remontait à des décennies. Et lorsque Taylor est décédé, c'est Reagan qui a prononcé l'éloge funèbre. Le passage de Taylor a maintenu la série forte et a montré son profond engagement envers la télévision à une époque où peu de stars de cinéma l'embrassaient aussi pleinement. 8 ans plus tôt, en 1958, Taylor avait quitté la MGM. Chunk, 8. Ce n'était pas un départ ordinaire. Son contrat avait duré 24 ans, le plus long de l'histoire d'Hollywood. Commencé en 1934 alors qu'il n'avait que 23 ans, son premier salaire n'était que de 35 $ par semaine. En 1940, il gagnait 5 000 $ par semaine, travaillant avec des légendes comme Greta Garbo, Clark Gable, Spencer Tracy et Elizabeth Taylor. Il est apparu dans plus de 80 films avant de partir. Cette décision a marqué la fin d'une époque où les acteurs restaient fidèles à un seul studio à vie. Après la MGM, le travail a été stable, mais souvent décevant. Taylor a admis plus tard qu'il n'était pas fier de certains des films qu'il a réalisés pendant cette période. Les grands rôles de studio avaient disparu, et maintenant il prenait ce qui était disponible. Il y avait encore des moments de qualité, comme son dernier film MGM, Party Girl, en 1958. Mais le changement était clair. Sans le soutien du studio, il devait s'adapter. Ce changement l'a poussé plus profondément dans la télévision, où les détectives sont devenus un rôle déterminant. En coulisses, une habitude de longue date faisait déjà des ravages. Taylor fumait depuis son enfance 3 paquets par jour, soit plus de 60 cigarettes par jour pendant des décennies. Au printemps 1968, à 57 ans, il a commencé à se sentir essoufflé et fatigué. Il pensait que c'était juste l'âge ou le surmenage. Mais l'essoufflement n'a cessé de s'aggraver lorsqu'il a finalement consulté un médecin. La vérité était dévastatrice. C'était un cancer du poumon, presque certainement causé par son tabagisme excessif. Au début, le public a été informé qu'il avait la fièvre de la vallée, mais Taylor a confirmé lui-même la vérité, disant d'une voix calme « Oh, bien sûr, c'est un cancer. D'accord, un cancer du poumon. »
Il a subi une radiothérapie au cobalt et plus tard, une intervention chirurgicale majeure pour enlever son poumon droit le 8 octobre 1968. Étonnamment, il a continué à fumer jusqu'à juste avant l'opération. Même après le diagnostic, sa dépendance avait encore une emprise sur lui. Incroyablement, il a continué à travailler. Death Valley Days est resté son objectif. Alors que la carrière de Ronald Reagan s'orientait vers la politique, Taylor se battait pour sa vie tout en apparaissant à l'écran. Entre les séjours à l'hôpital et les traitements, il a filmé autant qu'il le pouvait, jouant même dans des épisodes. La force qu'il a montrée pendant cette période était remarquable, bien qu'elle ait eu un coût physique élevé. Puis, en mai 1969, la tragédie a de nouveau frappé la famille. Chunk 9. Le beau-fils de Taylor, Michael T.S., âgé de seulement 23 ans, est décédé d'une overdose de drogue dans son appartement de Los Angeles. Cela s'est produit seulement 2 semaines avant la propre mort de Taylor. Michael était le fils de la femme de Taylor, Ursula Thieves, de son précédent mariage, mais Taylor l'avait traité comme le sien. La double perte a été dévastatrice. Michael et Taylor ont été enterrés côte à côte. Le 8 juin 1969, à 10h30 du matin, Robert Taylor est décédé à l'hôpital St. John's de Santa Monica. Il avait 57 ans. Ursula était là dans ses derniers moments. C'était bien loin de ses jours de gloire à la MGM où il gagnait l'équivalent de plus de 50 000 $ par semaine et vivait dans un ranch de 113 acres avec des chevaux et du bétail. Sa carrière de 35 ans comprenait plus de 70 films et 2 grands succès télévisés. Avec sa mort, l'une des dernières vraies stars de l'âge d'or d'Hollywood s'en est allée. Ronald Reagan s'est tenu à l'avant de l'église du Recessional le 11 juin 1969, sa voix se brisant alors qu'il parlait. L'homme qui deviendrait un jour président a lutté pour garder son sang-froid en disant au revoir à son ami Robert Taylor. Reagan l'a appelé plus qu'un joli visage. Il a parlé d'un homme qui respectait son métier, qui le maîtrisait et qui se comportait avec une dignité tranquille. Le moment était si puissant que l'audio repose maintenant. Dans la bibliothèque présidentielle Reagan, une pièce préservée de l'histoire politique et hollywoodienne de la Californie. Leur amitié s'était forgée dans les cercles conservateurs du vieil Hollywood, et ce lien s'est étendu à la vie politique de Reagan. Dans son hommage, Reagan a dépeint Taylor comme l'incarnation même de l'intégrité du Midwest, un homme dont la disparition a laissé un vide dans une industrie qui perdait déjà sa vieille garde. Taylor avait un jour été là pour une autre légende. Le 19 novembre 1960, il a marché aux côtés de Spencer Tracy et James Stewart pour porter le cercueil de Clark Gable dans la même église où il serait un jour pleuré. Les funérailles étaient formelles, avec les honneurs militaires inclus et étroitement surveillées. C'était un rassemblement rare des hommes les plus brillants de la MGM qui avaient concouru pour des rôles, mais qui se respectaient profondément. La sélection de Taylor comme porteur de cercueil a montré l'estime que Gable avait pour lui, reconnaissant une carrière qui avait reflété son propre parcours de premier rôle romantique à héros robuste. Lorsque Taylor est décédé le 8 juin 1969 à seulement 57 ans, on a eu l'impression que le rideau tombait sur toute une époque. Ses 24 années sous contrat à la MGM étaient un record qui ne serait jamais égalé, s'étendant de 1934 à 1958. Il avait survécu à des titans comme Gable, Tracy, Katharine Hepburn et Joan Crawford, observant le système des studios se développer et s'effondrer. Au moment de sa disparition, l'industrie évoluait vers la nouvelle vague d'Hollywood axée sur les réalisateurs. Sa mort n'était pas seulement la perte d'un homme, mais la disparition d'un système qui avait construit des stars à partir de rien. Le coup a été encore plus dur pour sa femme, Ursula. Chunk 10. Seulement 2 semaines plus tôt, le 26 mai, elle avait trouvé son fils Michael mort d'une overdose de drogue. Il avait 24 ans. Michael avait eu une vie difficile, ayant même purgé une peine pour avoir tenté d'empoisonner son propre père. Ursula ne l'a jamais dit à Taylor, qui perdait déjà sa bataille contre le cancer du poumon.
Elle a planifié les 2 funérailles seule, se tenant à carreau pour ses enfants survivants. Taylor et Michael reposent maintenant côte à côte, un rappel discret des tragédies jumelles de la famille. Malgré toute sa renommée d'homme au profil parfait, Taylor portait une tempête privée d'insécurité. Il était obsédé par ses vêtements. Il a dit un jour à Louise Renner que son plus grand rêve était de posséder 10 costumes parfaitement taillés. Il croyait qu'il pouvait compenser ce qu'il considérait comme un manque de talent d'acteur. En vérité, il a toujours poursuivi des rôles qui prouveraient qu'il était plus qu'un simple beau visage. En 1941, il a commencé à s'éloigner du moule du premier rôle, avec des rôles plus sombres comme Billy the Kid et Johnny Eager. Malgré cela, il a souvent balayé son succès, qualifiant le métier d'acteur de travail le plus facile au monde et attribuant la chance au talent. Son service en temps de guerre a montré une autre facette. À 32 ans, il a rejoint la Naval Air Corps, désireux de faire son devoir au combat, mais on lui a dit qu'il était trop vieux pour le service à l'étranger. Au lieu de cela, il a consacré son énergie à la réalisation de 17 films de formation de la marine, travaillant comme instructeur de vol et narrant le documentaire de combat The Fighting Lady. Il voulait le danger, mais la main protectrice d'Hollywood l'a maintenu aux États-Unis. Même après la guerre, il s'est jeté dans des causes politiques, cofondant la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals et témoignant devant le Congrès contre les communistes présumés. Cette position lui a coûté financièrement lorsque ses films ont été interdits dans certaines parties de l'Europe. Mais il a refusé de plier. Malgré les rumeurs et la politique qui l'entouraient, Taylor accordait avant tout de l'importance à la loyauté. Son amitié avec Jack Benny a duré des décennies et il est resté proche de Reagan. Même son ex-femme, Barbara Stanwyck, qui a reçu une part de ses gains après leur divorce, est venue à ses funérailles. Il a maintenu des liens de travail solides avec les réalisateurs en qui il avait confiance et a maintenu des amitiés avec des personnes dont les opinions politiques s'opposaient aux siennes, y compris Humphrey Bogart. Dans ces dernières années, il a repris l'animation de Death Valley Days de Reagan.